François, bon, les carnets. Alors la grosse pulsation en ce moment, c'est cette espèce de marathon, parce que c'est la troisième fois qu'on se lance collectivement là-dedans, un cycle de 40 jours. C'est un musicien, tu dis pas, il y a des jours où tu pratiques pas l'instrument. Non, c'est comment on peut utiliser, nous, là, dans l'écriture, dans l'invention, la construction de récits, l'idée de travailler l'écriture au quotidien. T'as envie ? T'as pas envie ? Ben ça fait rien, tu le fais. Et le principe de l'atelier, évidemment, c'est pas au petit bonheur la chanson, on va faire ça, on va faire ça. Non, c'est, tu vois ce qui vient en ligne, tu vois les contributions, et là, de travailler sur 40 jours, l'avantage, c'est que tu prends, par exemple, Nathalie Sarraute, eh bien, tu le prends par ce biais-là. Ah tiens, et si on regardait ça. Et puis le premier texte qu'elle a écrit, on retourne comme ça, une proposition, au lieu de dire, allez, on voit ça, et puis après, on passe à autre chose. Non, on prend ça, et puis il y a toujours un truc qui me tracasse là dans l'écriture. C'est l'écriture, elle a affaire au langage, à la pensée, à la représentation du monde. Oui, mais l'instance du corps, le corps comme sujet, bon, mais ça c'est seulement quelques décennies que ça devient premier. Et puis, comment tu l'as bâti, la représentation dans le réel, on a tous les sens, l'auditif, l'olfactif, le toucher, tout ça. C'est une globalité. Si tu prends un escalator qui marche pas, tu as les jambes qui avancent toutes seules. Donc c'est comment, là, dans une écriture, là, je regardais là, ces jours-ci, André Markovits, je relis toujours sa traduction de Crime et Châtiment. C'est un ensemble de perceptions et de sensations qui va vers l'avant. Et comment ça, tu l'inscris dans une prose, tout simplement. Et comment une grande prose peut probablement se mesurer à ce qui passe, ce qui miroite, ce qui filtre. Et comment cette situation de corps pensé, c'est elle qui devient l'outil en avant de toi et de ton mental pour attraper du réel et fabriquer, pour qui lit, une illusion de réel qu'il construit d'après ce qui est déposé en lui-même. Alors dans ses perceptions, hier on était parti chez Ryoko Sekiguchi, l'appel des odeurs, et c'est très intéressant parce qu'il y a un carnet qui a préalable tenu pendant des années, et le livre, on a une espèce de fil en italique dans les interstices des chapitres, qui sont pas des chapitres, d'ailleurs il n'y a rien de numéroté, mais qui sont vraiment ces notes de carnet qui vont tous azimuts, et puis là, qui se redressent en caractère romain, l'odeur d'une bibliothèque, l'odeur d'une page de livre, l'odeur du père quand il revenait le soir après le travail, l'odeur d'une ville. Et là, par contre, ces narrations, elles sont à la troisième personne avec un elle. Et j'avais envie de revenir à Giorgio Manganelli. Giorgio Manganelli, il y en a un paquet dans ma bibliothèque, probablement. Vous connaissez Century, avec cette magnifique reprise des éditions 100 pages, 100 début de roman. Et là, en plus, là, c'est une magnifique réalisation graphique. Je dois la voir dans la première édition Christian Bourgois, où là, on a juste le numéro et le début, mais c'est cette idée de continuité aussi. Tiens, ça, c'est intéressant, ça vaudrait le coup d'y revenir. Comment on commence une histoire ? Vous me voyez venir. Ce texte sur les peintres à l'atelier contemporain, c'est paru assez récemment. Hilaro Tragedia, livre le plus bizarre qu'il ait fait. Mais bon, il y a eu une traduction française en 2017, édition Angoisse de style. C'est paru chez Corti, où là, il y a un texte, par exemple, sur Pinocchio, un texte sur Marco Polo. Il existait Marco Polo ? Justement, c'est plus compliqué que ça. En italien, en tout cas, c'est une invention linguistique qui n'a rien à voir avec la diction originale à ce co-prisonnier qui, lui, parlait un français. Et son texte sur Edgar Poe, plusieurs textes sur Edgar Poe, sur Dickens, ça aussi, Angoisse de style, j'y reviens régulièrement. Pour vous, le style, c'est pas une angoisse. Et le bruit subtil de la prose, c'est d'autres essais, alors c'est plus sur l'écriture, sur les faits divers, sur les mots inventés, enfin bon, voilà. La nuit. On peut écrire sur la nuit,
Et puis celui-ci qui est toujours dispo au Seuil, par contre, discours de l'ombre et du blason, vraiment sur l'instance de la folie. Alors Manganelli, en France, c'est une marchandise rare, presque une affaire de collectionneur. Par exemple, Bruits ou Voix, chez Christian Bourgois, on le trouve pas, c'est fini. Alors évidemment, moi sur le site, livre indisponible, j'ai regardé même dans les bibliothèques pirates dont on se sert en permanence pour nos pédagogies, fair use. Au contraire, on propulse les auteurs, on les défend. C'est pour ça qu'on a besoin là de pouvoir montrer à l'écran, parce que si je vous montre comme ça, vous voyez pas. Si je vous montre à l'écran, c'est autre chose. Donc Bruits ou Voix, là, moi, pour les abonnés, il est disponible en version intégrale, donc il sera indisponible. Et si on regarde sur les banques d'archives, ce qu'on découvre, c'est que Manganelli, il est... Wow, c'est un auteur de référence premier plan dans toutes les langues européennes. Il n'y a qu'en France que ça traînaille un peu, mais justement, qu'est-ce qu'on est fier. Alors dans Bruits ou Voix, alors là, ce sera l'atelier de ce soir. Et moi, c'est vrai que depuis quelques jours, avec toute l'énergie là, qui est absorbée par cette espèce de grosse machine là, qu'on emmène, hier, on a passé les 1500 contributions en ligne. C'est la première fois que cette puissance-là, nos cycles. Et se dire ce qu'on vient de faire sur les odeurs, est-ce qu'on peut le faire? Alors évidemment, je l'ai déjà fait. Il y a un texte formidable d'Henri Michaud qui s'appelle, vous savez, quand on lui propose de faire un film, ça s'appellera Le Monde Visionnaire, à partir de ces livres Misérable Miracle, Connaissance par les gouffres, L'infini turbulent, les 3 livres là sur les expériences avec drogue, qui sont fascinants en eux-mêmes. Donc ils constituent un dossier qui ne sera pas forcément utilisé dans le film. Dans le film, il y aura juste une composition musicale. Mais il propose toute une liste de bruits à rechercher. C'est-à-dire, on va aller là, dans les villes, et avec un micro, un magnétophone, et on va enregistrer des bruits qui sont en lien direct avec ce que lui cherche à faire, d'écrire de son expérience mentale. Et ce texte-là de Michaud, Bruits à rechercher, lui, on s'en est servi. Bon, ça, ce sera l'atelier d'écriture. Mais moi, à mariner là-dedans, ce qui me revenait, c'est-à-dire comment tu perçois, là, avec les oreilles, quelque chose, un souvenir qui serait pour toi plus. Et là, je me suis revu en bicyclette, faisant des tours, des ronds, des allers-retours avec mon frère. Et biographiquement, c'est simple. Alors, mon rapport au cinéma, il y en a qui s'étonnent, mais quand tu es né en 1953 à Saint-Michel-en-Lerme, en Vendée, l'image, ça c'est venu progressivement, comme la couleur est venue plus tard. Comme la musique, on n'en avait pas beaucoup, à part le gros poste de Telefunken du salon, et 33 tours, et puis les concerts de la fanfare dirigés comme l'école de musique par monsieur Louis Ardouin, le quincaillier. C'était une expérience très limitée. Et pour les tableaux et la peinture, n'en parlons pas. Moi, il faudrait que j'attende mes 18 ans pour commencer d'aller farfouiller, ou même plutôt les 25 ans pour le faire seul. Alors, à Moscou, à Pétersbourg, à Prague, à Göteborg, et puis même évidemment le Louvre, et puis ensuite seulement encore Orsay, etc. C'est pas le propos. Le propos, c'est que j'ai vague souvenir à Saint-Michel-en-Lerme qu'une fois par mois environ, en allant à l'école, en faisant le chemin, devant la salle des fêtes, c'est une petite salle, une estrade, il y avait marqué tragédie à gauche, comédie à droite. Derrière, c'était assez bizarre parce que dans les digues là, du Marais vendéen, il y avait déjà ces tentatives de réimplanter des rapaces pour, de façon, on n'utilisait pas le mot, mais écologique, limiter la prolifération des rongeurs. Et donc là, il y avait une salle qui était investie par ces gens-là, donc il y avait des petites cages avec des rongeurs. Je sais pas, en tout cas, c'est une perception qui me reste avec l'odeur, justement, de cette petite salle bizarre. Et une fois par mois, un camion arrivait. Maintenant, il y a des bibliobus, c'est un peu le même système.
eh bien, ils s'installaient là, devant, et puis les gars, ils descendaient un projecteur, un écran, et avec l'école, eh ben, on avait le droit à une projection. Alors c'était les Mahusier, Connaissance du monde. C'est ça, comme ça pour moi, qu'est venu le cinéma. Ensuite, il y a eu la première... c'est mes grands-parents qui nous avaient emmenés, mon frère et moi, parce qu'il y a un frangin qui, lui, est venu un peu plus tard. Et il nous avait fait le grand tour à Paris, il nous avait emmenés au cinéma sur les Champs-Élysées. Dans mon souvenir, c'était le jour le plus long, et ouais, je devais déjà avoir 9-10 ans, quoi. Et donc ce retard, comment tu le rattrapes? Je pense qu'il y a eu évidemment là aussi des transitions, des sauts. Il y a eu en terminale, on est interne à Camille Guérin. Il y avait par exemple Jean Arnaud, un parigot, soi-disant que l'année d'avant à Paris, il faisait rien, il faisait que les manifs de l'UNICAL, il séchait les cours. Alors ses parents, par mesure de rétorsion, ils l'avaient envoyé interne à Poitiers. C'est lui qui nous emmenait au cinéma le mercredi. On allait voir des trucs, théorème de Pasolini, je ne serais jamais tombé dessus sinon autrement. Et entre-temps, eh bien, il y avait eu de la 6e à la première, mais surtout, je dirais, des années collège, 6e, seconde, et surtout, je dirais, le début, la découverte. Ensuite, tout ça, tu oublies, ça s'est banalisé. Puis, il y a eu l'arrivée de la télévision, probablement en 62, 63 à la maison, mais en 64, elle est présente à la maison, pas avant 69, la télé couleur. Mais c'est tout ce contexte. Alors, pourquoi tu racontes ça? Tu racontes ça parce que ça paraît des évidences, là, aujourd'hui, dans ce bain permanent, dans l'accès possible. Oui, accès à condition. Pour les livres comme Manganel et comme pour les films, que ce soit toi qui détermine, là, dans la profusion, où tu vas aller chercher ce qui te concerne. Sinon, la profusion d'elle-même, elle se recentre en permanence sur le dominant. Le dominant est la consommation culturelle organisée. Ça vaut aussi, y compris pour les grandes expositions de peinture, etc. Tout ça, c'est des écosystèmes. Mais en 6e, en cours d'année scolaire, on quitte la Vendée, le tout petit garage, là, tout près de cette salle des fêtes, et on arrive dans cette petite ville, sud de la Vienne, Civray, 3500 habitants, mais par rapport au village, c'était une ville. J'ai même un ensemble de textes que je rassemble sous le titre « Civray, ville complète », parce que, par exemple, les profs, ils habitaient à Civray, tandis que maintenant, ils viennent de Poitiers, 3 jours par semaine, en essayant de libérer un jour. C'est pas la question des profs, mais tout pouvait se trouver. Tu achetais où? Tu achetais chez les commerçants, aussi bien le quincailler, que l'électroménager. Est-ce qu'il y avait des supermarchés? Non, c'était pas encore venu. Les supermarchés viendraient aussi avec les autoroutes. Et maintenant, pour ça, tu vas à Ikea ou tu vas à Poitiers, tu vas à la grande... Enfin, je n'entre pas là-dedans aussi, mais je pense que nous, l'écosystème garage, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qui m'a permis de faire mon job... d'élever des enfants et d'écrire des livres. Sinon, je ne serais pas arrivé. C'est qu'à l'époque, il y avait la station-service, c'était une rente. Et puis ensuite, quand il y a eu les autoroutes, mes parents ont obtenu de Shell, il y avait Antar et Shell. Shell qui le rachète, ça s'appelait les points d'ICA, points de distribution de carburant. Et tout d'un coup, il y a eu un pactole comme ça parce que Shell voulait un point d'ICA pour installer une station sur la nouvelle autoroute Poitiers-Bordeaux. Et ils ont payé ça cher. Il y a plein de petits garages. Pas de problème. On va la fermer, la station. Et puis on vendait des Bracami 6 et puis les 2 chevaux. C'était le moment de l'équipement de masse, de même que l'électroménager. L'équipement de masse en machine à laver, et puis en télévision. Ça, c'est le contexte. Contexte où ça me travaille maintenant parce que je pense pas que ce soit des contextes qui soient reproductibles là dans les conditions actuelles, et toujours l'impression de voir le monde avec des yeux comme si toi tu venais un petit peu d'ailleurs, d'un lointain passé, mais d'un monde où les questions n'étaient pas celles d'aujourd'hui forcément. Et, en tout cas, le garage là qu'on avait pris là, dans cette année de 6e, pendant au moins 5 ans, après mon père en a fait construire un autre là, sur le bord de ville, et ça encore, c'est
des évolutions. C'était une ancienne poste de diligence. C'est-à-dire, il y avait une espèce de porche sur la place, une tour dont j'aimerais bien parler, parce que c'était un vieil escalier du XIIIe siècle. Et cet escalier du XIIIe siècle, tout en haut, il y avait une petite pièce à lire. Tiens, ça aussi, j'en parlerai. La chance que ça pouvait être et comment tu dois, toi, ton chemin à des choses. Où est-ce que j'ai lu Marco Polo? Où est-ce que j'ai lu Edgar Poe? Où est-ce que j'ai lu Pinocchio? Où est-ce que j'ai lu Dickens? Sinon, là, dans le haut de cette petite pièce quasi inaccessible, en haut de la vieille tour. Mais en bas, donc, il y avait cette espèce de goulet de porche avec encore les trucs de diligence. Et c'est normal, c'était devenu progressivement le garage de bagnole. Au fond, dans ce qui était une espèce de dédale, de vieille cour, de jardin, ça avait été couvert avec une charpente. C'est là où il y avait l'atelier de réparation des bagnoles. Et il y avait ce qu'on appelait le passage. Alors c'était un boyau là qui donnait sur cette partie atelier de réparation de bagnoles, donc avec une charpente, je ne sais pas de quelle période elle datait, peut-être des années 50, mais pour les gros véhicules, c'était inaccessible depuis la place et ce petit boyau qu'on appelait le Porsche. Et dans cette espèce de boyau, alors il y avait des jets d'eau pour laver les bagnoles, ça ouais, il y avait un gars qui s'appelait Abel Lachaud, donc c'était... Abel Lachaud, c'est un grand souvenir parce que c'est quelqu'un qui avait jamais su ni lire ni écrire. Et donc pour un gamin, les discussions qu'on pouvait avoir avec Abel sur la perception du monde, quand tu sais pas lire et écrire, alors que toi tu passes ton temps dans les bouquins, ça c'est des... Bon, allez, encore une petite vidéo à faire un jour, pourquoi pas. Et ce passage aboutissait à un grand portail, on pouvait même rentrer des camions en allant tout lentement, en faisant demi-tour, en passant en marche avant, et il y avait une fosse là-dedans pour aller atteindre au-dessous des camions, là où tu changes tu accèdes au carter d'huile de moteur, et puis où tu peux... les voitures, ça se tripote comme les gens. Par-dessous, enfin les médecins ils te diront ça. Et ça donnait dans une rue qui s'appelait rue Louis XIII, et c'est la rue où il y avait le cinéma Le Paris. Alors ce petit cinéma là, de la toute petite ville, il existe encore, et je ne sais même pas s'il n'a pas été repris par une association qui en fait plutôt un ciné-club, parce que cinéma, où ils sont les multiplex? Mais nous, c'était très loin, Poitiers, mais les multiplex maintenant, c'est à 20-25 minutes de bagnole. Donc là encore, tout ce qui était cette vie de petite ville, c'est devenu exsangue et mangé à distance. Mais je crois que ce cinéma, je l'ai vu des fois à l'abandon, différent, parce que je m'arrange toujours pour repasser à Civray, dans la Vienne. Et récemment, j'ai vu que non, c'était pas le cas. C'est plutôt repris par une association, ciné-club, etc. Tant mieux. Mais à l'époque, oui, un cinéma de village, qu'est-ce que c'était important? Et c'est pas un village, ce cinéma de petite ville, cette fonction populaire du cinéma qui durait encore, alors que le moment où ça passerait ensuite, où ça s'exilerait dans les villes de taille plus grande, c'est-à-dire non pas le chef-lieu de canton, mais la préfecture du département, ce côté populaire serait avalé aussi par cette grosse concentration, ce qui sont maintenant les CGR, les Gaumont, les MK2 et tous ces machins-là. Et évidemment, le cinéma, tu y allais le dimanche, et en particulier le dimanche après-midi. Mais des gosses de 10-11 ans, non, tu y allais là encore avec l'école, quand c'était les conférences connaissances du monde, encore les Meusiers qu'on suivait. J'ai pas vraiment de souvenir des films vus dans ce contexte. Même les trucs comme Ben-Hur ou les machins comme ça, finalement c'était plus les opportunités de voyage à Paris. Non, là les souvenirs reviennent pas. Par contre, ce qui revient, c'est qu'avec mon frangin, justement le dimanche, le garage était fermé, bien évidemment, et donc quel bonheur pour des gamins d'avoir tous ces lieux là, quand t'as 10, quand t'as 11 ans. On faisait du vélo, on faisait aussi du patin à roulettes, mais c'est plus le vélo, parce que le vélo, tu partais vers le fond, tu revenais, tu tournais dans le passage, tu revenais, tu faisais un tour de la cour, tu sortais à l'extérieur, et pour moi c'est des lieux associés au premier moment
j'ai plus besoin de monter à bicyclette pour ça, de méditation intérieure. C'est-à-dire le monologue intérieur, comme marcher, ça marchait toujours mieux si tu es en mouvement. Et donc dans cette situation de monologue intérieur, c'était des heures, le dimanche, les parents étaient crevés, on sortait pas, puis où on serait allé. Et nous on tournait en vélo dans le garage. Ça pouvait être immensément long en temps, enfin dans le souvenir que j'en ai, mais c'était les moments là de réflexion intérieure. Et quand on arrivait là dans le boyau, alors par exemple le lundi, c'était ouvert. Et ce qui était ouvert, c'était l'issue de secours. Et là tu apercevais les fauteuils rouges, la demi-lumière, parce que la salle n'était pas éclairée, la grosse odeur de tabac qui sortait, parce que les gens fumaient dans la salle. Et il y avait un espèce de faux écran avec des publicités des commerçants locaux dans le garage. Et là, c'était vide, mais c'était comme pas un espace interdit, mais un espace dont tu sais que l'utilisation va bien au-delà du peu d'usage que toi, tu en as fait quand on t'amenait avec le lycée voir un film très pédagogique, ou quelquefois probablement aussi où les parents nous laissaient y aller, mais il fallait que ce soit un film enfant compatible. Et par contre, le dimanche après-midi, là, l'issue de secours était close, fermée, plus vision sur la salle, mais on entendait tout. Ce qui fait que tu t'arrêtais en vélo et tu entendais une bribe de dialogue. Ensuite, sur cette bribe de dialogue, on faisait demi-tour, on refaisait du vélo, revenait, tu entendais une autre bribe de dialogue. Et le film, le dimanche, il passait 3 fois, 14h, 15h30, 17h. Et je ne sais pas s'il en est de même pour mon frère, je n'ai pas parlé, en plus on avait 2 ans d'écart, donc c'est peut-être ça aussi, mais il y avait ce truc que chaque fois que tu revenais, tu avais une bribe différente. Et donc la construction de récit se faisait par bribes orale de dialogue ou de musique ou de bruit d'action, et tu recomposais par bribes, puisque le film passait 3 fois et toi tu en prenais toujours des éléments par hasard, mais c'était comme un aimant, c'est-à-dire que tu tournes en vélo, tu essayes de comprendre et tu reviens te poser en vélo derrière l'issue de secours, tu n'allais pas y rester 1h30 là, puis tu repartais avec la petite bribe de dialogue, et au bout de l'après-midi, parce que le film était passé 3 fois, ces éléments s'assemblaient comme dans un espèce de puzzle. Et j'ai eu longtemps, après, évidemment, des difficultés à considérer le mystère du cinéma comme autre chose que cet assemblage de bribes de dialogue, au point que quelquefois les proches, ils le savent, ils se moquent de moi, parce que le mieux du cinéma pour moi, c'est fermer les yeux et l'écouter. Et évidemment, là, quand on travaille là sur ce qu'on investit d'espace là de podcast, là justement la joie à ces petits micros, et puis pouvoir publier comme ça cette descente en toi-même que tu fais par le biais moins d'objectif que de poser ta voix là dans la membrane du petit Lewitt 440, se dire que c'est presque une fidélité à ce truc de ce qui est au-delà, ce qui est plus loin, ce qui vaut aussi pour les livres. Quand tu lis un Jules Verne, tu lis un au-delà dans le monde présent, et c'est ça probablement ce qui, ceux de ma génération, nous reliait de façon irréductible à l'univers du livre, tandis qu'aujourd'hui le jeu à cet endroit-là s'est réouvert. Je ne vis pas ça ni dans la panique, ni dans la protestation, mais une grande interrogation, justement, sur ce qui me lie irréductiblement au livre à cause de cette perception du lointain. Et cette perception du lointain, ces bribes qui venaient et puis progressivement s'assemblaient depuis l'issue de secours fermée du cinéma, dans cette espèce de grand boyau, qui est toujours un peu humide avec ces trucs de lavage, avec la fosse et puis ces planches goudronnées, brinque-ballantes qu'on ouvrait pour descendre, faire les vidanges des camions ou vérifier leurs freins et tout ça. Voilà, là, quand je fais ces vidéos, je monte un espace imaginaire qui est une bande-son.
Et cette question-là, alors je sais que quand je lis, c'est pas la peine de mettre des noms. Tiens, salut Patrick Muller, si par hasard tu passes par là. Mais ces amis, ou ceux que j'en viens à considérer comme des proches à force de suivre leur travail, qui travaillent en permanence d'après un vocabulaire d'image. Et que moi, ça n'a jamais été mon truc, mais que tu as acheminé vers ta cohérence personnelle, ce fond de cohérence personnelle, parce qu'il s'est construit d'autres façons. Et c'est issu de ce cours fermé, avec le fait que le récit cinématographique soit d'abord un assemblage partiel, lacunaire, recomposé de bandes son sans association possible avec du matériau visuel. Je crois que, est-ce qu'à un moment quelconque de ta vie ensuite, tu pourrais y échapper si c'est une expérience d'enfance? Là, je suis arrivé à ce que je souhaitais dire aujourd'hui.